Un simple lecteur de cassette, conçu pour éviter qu'un dirigeant ne s'ennuie pendant les vols, a fini par changer les habitudes d'écoute sur toute la planète. Cet appareil s'appelait le Walkman. Plus qu'un succès ponctuel, c'était une déclaration d'intention. L'idée de porter la musique sur soi, sans câbles reliés au mur, sans énormes enceintes, partout. Ce n'était pas la seule fois que Sony a bouleversé la routine quotidienne de millions de personnes. Avec le temps, la marque ferait la même chose avec la radio de poche, avec le téléviseur à l'image plus nette, avec le disque compact et avec la console qui a emmené le jeu vidéo vers une nouvelle ère et vers de nouveaux publics. Derrière chaque étape clé, il y avait moins de magie qu'il n'y paraît et davantage de méthodes, des problèmes concrets, des solutions simples et une obsession constante pour réduire la taille des appareils sans sacrifier la qualité. Dans cette vidéo, va découvrir comment l'entreprise est née, comment elle s'est frayé un chemin dans l'après-guerre, quels produits l'ont transformée en icône et comment elle a relié cette période d'électronique grand public à la musique, au cinéma et aux jeux vidéo, jusqu'aux technologies les plus récentes. L'histoire est à la fois industrielle et personnelle. Des décisions courageuses en période de pénurie, des paris qui ont marché et d'autres non. Et une capacité remarquable à transformer des prototypes en objets du quotidien. Sony, aujourd'hui, Sony Group Corporation, a été fondée en 1946, dans un Tokyo encore marqué par les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. Ses créateurs furent Masaru Ibuka et Akio Morita. Morita a étudié la physique à l'université d'Osaka et Ibuka a suivi des études d'ingénierie à Waseda, à Tokyo. Ils se sont rencontrés pendant la guerre au sein d'un groupe de recherche lié à la marine, consacré aux équipements de communication. Une fois le conflit terminé, alors que la ville recomposait à peine son réseau électrique et que le métal se faisait rare, tous deux se sont retrouvés d'accord sur l'essentiel. La reconstruction passait aussi par la réparation des radios, le retour des informations et de la musique dans les foyers, puis, à partir de là, par la création de quelque chose de propre, avec une vraie exigence technique. Ils n'avaient pas de capital, mais ils avaient une formation solide, des mains habiles et une liste d'idées trop longue pour tenir dans un carnet. La première graine fut un petit atelier où l'on réparait des radios et n'importe quel appareil capable de rapporter quelques sous. Ibuka soudait, rebobinait des transformateurs, changeait des lampes et remplaçait des câbles brûlés. Pour payer le loyer, il est même allé jusqu'à fabriquer des solutions de fortune, des chauffages, de petits appareils ménagers, et même le célèbre cuiseur à riz à résistance simple, une tentative rustique qui a enseigné une leçon rapide. Sans contrôle, fin de la température, le riz attachait et un joli boîtier ne corrigeait pas un mauvais design. Cet échec, loin de les décourager, les a poussés à revenir sur le terrain qu'ils maîtrisaient, les communications. En quelques mois, Ibuka s'occupait de l'établi, et Morita peaufinait les chiffres, cherchait des clients et mettait de l'ordre dans les papiers pour constituer l'entreprise sous un nom long et sérieux. Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisha, abrégé en Totsuko ou TTK, qui signifiait en gros « Société d'ingénierie des télécommunications de Tokyo ». Ça sonnait ambitieux, mais l'argent manquait et l'après-guerre ne laissait aucun répit. Pendant des mois, ils ont travaillé presque sans machine, en réutilisant des pièces, en achetant du matériel où ils le pouvaient et en acceptant de petites commandes pour garder la lumière allumée. Malgré tout, leur objectif n'était pas de monter une usine quelconque. Ils voulaient apporter quelque chose d'utile à un pays en reconstruction, créer des produits modernes et bien pensés qui améliorent la vie de tous les jours et, si possible, les exporter pour prouver que le Japon pouvait rivaliser en qualité. Dans cette phase initiale, une façon de travailler très directe et efficace s'est imposée. On partait d'un problème courant. Par exemple, une radio qui captait mal les stations parce que son circuit était mal réglé ou que son antenne était faible. On concevait une pièce ou un module meilleur. On le testait sur plusieurs radios, on corrigeait les défauts et on recommençait le cycle jusqu'à trouver une solution que n'importe qui puisse utiliser. Cette approche leur a permis de passer de la réparation d'équipements à la fabrication des leurs. L'idée était simple, mais ambitieuse pour l'époque. Si quelque chose pouvait être rendu plus petit, plus stable et plus facile à utiliser, cela méritait de devenir un produit. Cette règle non écrite guiderait Totsuko, qui adopterait bientôt le nom Sony, depuis les premiers magnétophones de l'après-guerre jusqu'aux transistors de poche, aux téléviseurs compacts, aux Walkman et bien au-delà.
En 1949, ils ont présenté leur premier enregistreur à bande. L'année suivante, ils ont amélioré le système d'enregistrement magnétique et l'ont rendu plus fiable. La Type G, à bobine ouverte, fut la première de sa catégorie fabriquée au Japon. Ce n'était pas un caprice d'amateurs. Des tribunaux, des administrations et des radios l'achetaient parce que le pays manquait de sténographes et avait besoin d'enregistrer des réunions, des déclarations et des programmes radio. En 1951, ils ont lancé le H1, déjà pensé pour un usage domestique. Il avait une poignée, trouvait sa place dans un meuble du salon et permettait d'enregistrer et de lire avec une qualité très honorable pour l'époque. Ces machines étaient robustes, faciles à utiliser et, surtout, elles répondaient à des besoins réels. Avec le temps, ils ont compris que, pour vendre à l'étranger, il leur fallait un nom court et facile à prononcer dans n'importe quel pays. En plus, l'abréviation TTK était déjà associée à une autre entreprise japonaise, ce qui créait de la confusion. Morita s'est mis à jouer avec des mots qui évoquaient le son et la jeunesse. Il aimait sonus, du latin le son, et soni, en anglais familier, un jeune garçon. La solution a été de réunir ces idées et de simplifier Sony. C'était bref, ça se prononçait presque pareil dans la plupart des langues et cela n'entraînait pas de sens étrange au Japon. Ils l'ont d'abord utilisé comme marque commerciale sur leurs produits au milieu des années 50 et, en 1958, ils ont changé le nom de l'entreprise pour que tout le monde, au Japon comme à l'étranger, les connaisse désormais sous le nom de Sony. La grande opportunité est arrivée au milieu des années 50, quand l'entreprise a obtenu une licence sur la technologie des transistors. Ils ont ainsi pu remplacer les lampes qui chauffaient et prenaient beaucoup de place par de petits composants en germanium qui consommaient moins et permettaient des appareils plus compacts. En 1955 est apparu le TR-55, une radio à transistors fabriquée au Japon qui a inauguré une nouvelle ère. Moins de poids, une consommation plus faible et un allumage presque instantané. 2 ans plus tard, en 1957, est arrivée la TR-63, une radio de poche qui est devenue le premier vrai gadget pour beaucoup de jeunes. Elle entrait dans la poche d'une veste, sonnait fort pour sa taille et surtout, elle a été exportée massivement vers les États-Unis où elle s'est vendue à des centaines de milliers d'exemplaires. L'anecdote est connue. Dans les publicités, l'appareil rentrait dans la poche parce qu'on agrandissait la poche de la chemise. Au-delà de l'astuce marketing, le message a vite été compris. Cette radio a ouvert la porte d'un marché mondial et a prouvé que Sony pouvait concevoir, fabriquer et vendre à l'étranger avec succès. Le grand saut dans les radios de poche est arrivé avec la TR-610. Ce n'était pas seulement une version plus petite, elle combinait une bonne portée, une faible consommation et un son surprenant pour sa taille. Elle s'est très bien vendue au Japon et aux États-Unis, où elle a contribué à transformer l'image du « Made in Japan » de bon marché à fiable et moderne. Sony a surfé sur la vague avec des campagnes malines, photos de l'appareil disparaissant dans une poche, démonstrations dans les grands magasins et a franchi un cap de maturité. En plus de fabriquer, la marque a commencé à raconter des histoires autour de ses produits et à mieux se financer. À la fin des années 50, l'entreprise était déjà entrée en bourse à Tokyo, ce qui lui a permis d'investir dans de nouveaux projets qui jusque-là paraissaient lointains, la vidéo domestique et la télévision portable. De cette ambition est né ce que beaucoup considèrent comme le premier téléviseur portable entièrement à transistor au monde, le TV8301 en 1960. Il était petit, solide et, surtout, il s'allumait instantanément et gardait une image stable, sans les échauffements typiques des modèles à lampe. Plusieurs experts aux États-Unis avaient même prédit que ça ne marcherait pas, persuadés que personne ne voudrait d'un téléviseur aussi petit. La réponse est vite arrivée avec son successeur, le TV5303, au début des années 60. Il est devenu un best-seller. L'essor de l'automobile a aidé. Beaucoup de familles voulaient un téléviseur léger pour pouvoir l'emporter en voiture. Au Japon, on a même fabriqué des supports spécifiques pour l'installer dans le véhicule. Ces mini-téléviseurs ne rivalisaient pas par la taille, mais par la praticité. Tout en améliorant l'image,
Sony a aussi fait progresser le son à la maison. La marque a lancé la TC777, un enregistreur à bobine, ouverte avec amplificateur intégré, qui se distinguait par son design épuré et sa prise en main simple. Son succès a été tel qu'il a encouragé les ingénieurs à aller plus loin, concevoir un amplificateur intégré à transistor capable de remplacer réellement les appareils à lampe. Le résultat fut le TA1120 au milieu des années 60, l'un des premiers intégrés commerciaux utilisant des transistors au silicium et une puissance sérieuse pour l'époque, 50 watts par canal sous 8 ohms. En clair, moins de chaleur, moins de panne, un allumage immédiat et une vraie force pour faire bouger des enceintes de salon. Avec lui, Sony a montré qu'elle ne voulait pas seulement des appareils portables, elle visait aussi une place dans la hi-fi domestique. La vidéo était l'autre grande frontière. En 1963, Sony a présenté le PV-Cent, un magnétoscope professionnel robuste qui approchait les 60 kg et qui a été utilisé aux Jeux Olympiques de Tokyo 1964. Peu après est arrivé le CV2000, pensé pour la maison. Il permettait d'enregistrer jusqu'à 1 heure sur bande et a été la porte d'entrée de la vidéo domestique, des années avant que le VHS ne s'impose. En parallèle, l'entreprise travaillait sur de grands téléviseurs couleur qui ont servi de base aux avancées de la seconde moitié de la décennie. Le premier d'entre eux fut le 19C70. Puis est arrivée la cassette, au sujet de laquelle il faut préciser quelque chose d'important. Le format a été créé par Philips en 1963. Sony a adopté ce standard peu après et a commencé à lancer ses propres enregistreurs de cassettes portables à la fin des années 60, ouvrant la voie pour que, dès la décennie suivante, la musique de poche devienne une réalité massive. Son premier enregistreur de cassettes portable fut le TC-Cent, lancé en 1966. Au milieu des années 60, Sony a aussi commencé à réfléchir à l'apparence de ses produits. Une équipe de design a été créée, avec l'autonomie nécessaire pour définir une ligne commune, et une idée simple s'est imposée, que tous les appareils partagent un langage visuel cohérent. Sous l'impulsion de dirigeants comme Norio Ohga, futur président, ingénieurs et designers ont adopté une combinaison noir et argent qui transmettait la modernité et qui serait connue sous le nom de philosophie Black et Silver. Cette identité s'est vue sur des produits comme le récepteur TFM110, élégant et clair dans ses commandes, ou l'ICR-Cent, minuscule et offrant plusieurs heures d'autonomie, un avant-goût de l'obsession de la marque, rendre les choses plus petites sans les compliquer. En parallèle, Sony présentait la calculatrice de bureau Sobax, signe que tout n'était pas du loisir. L'entreprise voulait aussi être présente au bureau avec des outils simples et fiables. Avec ce mélange, portabilité réelle, premier pas dans la vidéo, puissance hi-fi et design reconnaissable, Sony préparait le terrain pour les grands coups à venir. La fin des années 60 a apporté l'un des signes distinctifs les plus durables de Sony, Trinitron. L'idée était simple à expliquer et spectaculaire à voir. Un écran offrant plus de luminosité, des couleurs plus vives et une image plus nette que la concurrence. Le premier modèle domestique, le KV1310 de 1968, a placé la barre très haut. Cette même année, le groupe a annoncé un autre pilier pour l'avenir, le label CBS/Sony Records, germe de ce qui deviendrait plus tard Sony Music, un pari pour réunir électronique et contenu sous le même toit. La décennie 1970 a commencé avec une grande expansion. Sony a ouvert des bureaux et des filiales aux États-Unis, en Espagne, en France et en Angleterre, et a renforcé la production hors du Japon pour se rapprocher des marchés où elle vendait. En parallèle, la marque a continué à pousser la vidéo sur deux voies. D'un côté, avec le système U-matic, de grandes cassettes, comme les séries VP et BVU. Et de l'autre, Sony a présenté Betamax, avec des appareils comme le SL6300. L'idée était que chacun puisse enregistrer des programmes et les regarder quand il le voulait.
Betamax offrait une très bonne qualité d'image, mais il faudrait encore des années pour que la vidéo domestique s'installe vraiment. Et puis, à l'été 1979 a débarqué le produit qui a changé les habitudes d'une bonne partie de la planète. Le Walkman TPSL2. Il était orné d'une demande très précise de Masaru Ibuka, qui voyageait souvent et voulait un lecteur léger, stéréo et confortable pour écouter de la musique en avion. La mission a été confiée à l'équipe de Kozo Osone, qui est partie d'un enregistreur portable de la maison, à supprimer ce qui était inutile pour cet usage, comme la fonction d'enregistrement, et s'est concentré sur l'essentiel, un bon son, un appareil petit et facile à emporter. Le lancement au Japon a été un phénomène et, en 1980, il a été lancé à l'international. Au début, le nom variait selon les pays, mais très vite, tout le monde l'a appelé par son nom d'origine, Walkman. 1 an plus tard est arrivé le WM2, plus compact et mieux abouti. À partir de là, la musique a cessé d'être attachée au salon. Elle est sortie dans la rue, dans le bus, au parc et sur les trajets en voiture. C'était la porte idéale vers ce qui allait arriver au début des années 80. Un nouveau format numérique que Sony allait pousser avec un allié clé et qui ferait sonner les disques avec une propreté jamais vue jusque-là. Cet allié, c'était Philips, avec qui Sony a collaboré pour lancer le disque compact. Un de ces moments où l'industrie décide de ramer dans la même direction. Au début des années 80, les deux entreprises se sont mises d'accord sur un format unique et des règles communes de fabrication. Ainsi, n'importe qui pouvait acheter un CD en magasin et être sûr qu'il sonnerait de la même façon dans n'importe quel lecteur. En 1982 sont arrivés les premiers disques et lecteurs de salon, et Sony a mis en vitrine son CDP-101, un lecteur sobre, solide et conçu pour durer. Au début, c'était cher et ça ressemblait à un luxe, mais le message a vite passé. Pas de craquement, pas d'usure à cause de l'aiguille et un accès direct à chaque piste. Dès que les prix ont baissé et que les maisons de disques ont élargi le catalogue, le format a décollé. Sony a parachevé le coup avec le premier CD portable de la marque, le Discman D50. D'un coup, la pureté du son numérique tenait dans un sac à dos. Si le Walkman avait sorti la musique du salon, le Discman l'a fait entrer dans l'ère numérique. Avec l'audio bien lancé, Sony a redoublé d'efforts dans la vidéo durant la seconde moitié des années 80. La marque a lancé le système HDVS, une famille d'équipements conçus pour travailler avec une image haute résolution à une époque où la haute définition était encore un rêve lointain dans les foyers. Dans le même temps, sont apparues des caméras plus maniables, comme la CCDV8, qui ont rendu l'enregistrement domestique accessible à tous ceux qui voulaient conserver voyage et anniversaire sans trimballer un monstre. Peu après, Sony a lancé la CCDTR55 Handycam, plus compacte, avec des commandes simples et une bonne image. En parallèle, dans le domaine professionnel, les formats Sony prenaient de la place dans les chaînes de télévision et les sociétés de production, ce qui renforçait l'idée de fabriquer des outils, en plus des appareils de loisirs. L'étape suivante consistait à produire aussi du contenu pour ces écrans. En 1989, déjà devenu un géant mondial, Sony a acheté Columbia Pictures et, après avoir réorganisé le studio et l'avoir réuni à d'autres unités, Sony Pictures Entertainment est né. Le cercle se bouclait. Des caméras, des écrans et désormais des films et des séries. Dans les foyers, la décennie s'est terminée avec des téléviseurs en avance sur leur temps, comme le Kaoberbu 3600 HD, à écran panoramique et prêt pour des signaux haute définition, alors que presque personne n'en émettait. En 1992, Sony a présenté le mini-disque, un petit disque dans une coque protectrice avec la promesse d'enregistrer, d'effacer et d'éditer facilement, sans mauvaise surprise, en bougeant. Il n'a pas remplacé le CD, avec le temps sont arrivés le CD, enregistrable, le MP3 et la mémoire flash. Mais il a gardé une base fidèle, qui apprécie encore sa résistance au choc, sa taille et la facilité de marquer les pistes. Pendant ce temps, un autre pari allait ouvrir une énorme ligne de business. En 1993 est né Sony Computer Entertainment, aujourd'hui Sony Interactive Entertainment,
Et en 1994 est arrivé PlayStation. L'histoire est connue. Sony travaillait sur un module CD pour la console de Nintendo, l'alliance s'est brisée et l'ingénieur Ken Kutaragi a défendu l'idée de transformer ce travail en console maison. Le pari a été parfait. PlayStation a réuni des graphismes 3D, du son sur disque et un catalogue qui a attiré autant les joueurs vétérans que de nouveaux publics. Sous la direction de Kutaragi, sont arrivés PlayStation 2 et PlayStation 3. En 2007, il a quitté la direction de la division après avoir placé le jeu vidéo au centre du groupe. Avec ses pièces sur la table, audio numérique bien installé, vidéo toujours plus avancée et jeux en pleine ascension, l'entreprise a abordé la seconde moitié des années 90 avec une idée claire, tout allait devenir numérique. Et c'est là que commencent à apparaître des caméras et des formats qui ont marqué cette transition des portables au style propre et de nouvelles façons d'écouter et d'enregistrer la musique, un terrain que nous verrons tout de suite. Dans la seconde moitié des années 90, Sony a compris que l'image et le son allaient être enregistrés et montés sur ordinateur, et la marque a commencé à mettre de vrais outils entre les mains des gens. En 1995, la caméra DCR-VX1000 est arrivée, l'une des premières à utiliser le DV, une petite cassette avec un signal numérique qu'on pouvait transférer vers l'ordinateur sans perdre en qualité. Un an plus tard, la DSC-F1 est apparue, un appareil photo numérique avec écran intégré. On pouvait voir l'image immédiatement et la transférer facilement sur l'ordinateur. En parallèle, Sony a lancé la marque d'ordinateur portable Vaio. Et parmi les produits les plus marquants de la fin de décennie, on trouve la caméra HDW700 pour la haute définition et les premiers téléviseurs à écran plat de la famille Wega, qui les servent derrière eux, le verre bombé de toujours. Et côté audio, Sony a lancé le SACD en 1999, un disque numérique développé avec Philips, qui cherchait plus de détails et un bruit de fond encore plus bas que le CD. Ce ne fut pas un format de masse, mais il a laissé des enregistrements de référence et une base de fans fidèles. Avec l'arrivée du 21e siècle, Sony a enchaîné des idées vraiment révolutionnaires qui ont marqué un avant et un après. La marque a présenté Airboard, un écran sans fil pour regarder la télévision et naviguer dans la maison, une sorte de tablette avant que le mot ne se popularise. Sont arrivés aussi les enregistreurs vidéo à disque dur pour enregistrer des séries ou des films et les regarder plus tard. Le premier qu'elle a lancé fut le SVR715. Un autre produit innovant fut celui des enregistreurs DVD comme le RDR1, compatible avec les disques enregistrables de l'époque. En 2001 est née Sony Ericsson, la co-entreprise dédiée au mobile qui mélangeait design et fonctions très pratiques. Des modèles Walkman pour la musique et Cybershot pour la photo, à une époque où le téléphone commençait à être bien plus que passer des appels et envoyer des SMS. En 2002, Aiwa a été racheté et l'investissement dans les téléviseurs LCD Wega a été renforcé avec des modèles comme le KV17HR1, juste avant de rebaptiser la famille téléviseur en Bravia. Une étape majeure est arrivée en 2003 avec le premier enregistreur Blu-ray au monde, le BDZS-77. L'idée d'enregistrer et de lire de la haute définition sur un disque optique était confirmée. En 2004, Sony a montré un panneau LCD 4K à l'état expérimental et, dans la musique, s'est associé à Bertelsmann pour créer Sony BMG Music Entertainment. Un an plus tard, la HDRHC1 est devenue la plus petite caméra HD de son époque, assez compacte pour tenir dans un sac à dos et enregistrer en 1080i avec une très bonne qualité. Cette même année, 2005, a vu apparaître le Bravia KDL46 X1000, le premier LCD panoramique de la marque avec support HDTV, des couleurs plus naturelles, un meilleur traitement et une connectivité moderne. Et en 2007 est arrivé un vrai coup d'éclat, le XL1, le premier téléviseur au monde doté d'un écran OLED de 11 pouces. Sa taille était modeste, mais il montrait quelque chose qu'aucun autre écran n'offrait alors. Des noirs profonds, des couleurs intenses et une réponse instantanée.
Il était resté peu de temps sur le marché à cause de son coût, mais il a tracé la voie des téléviseurs fins et à fort contraste qui sont aujourd'hui devenus courants. La décennie 2010 a démarré en connectant le téléviseur à Internet. En 2010, Sony Internet TV avec Google TV a été présenté, une première approche de ce qui est devenu normal aujourd'hui. Des apps sur grand écran, la recherche, la vidéo à la demande. En 2011, la marque a montré ses premiers casques sans fil avec son Surround. Un an plus tard, en 2012, est arrivé le KD84X9000, un téléviseur 4K de 84 pouces avec mise à l'échelle pour améliorer les sources HD et Full HD. Il était énorme, cher et spectaculaire. Et il a clairement montré que l'ultra haute définition allait être l'étape suivante, naturelle. En 2019, au CES, un téléviseur LCD de 98 pouces en résolution 8K a été présenté. Gigantesque et conçu pour montrer que le niveau de détail pouvait aller bien au-delà du 4K. Ce n'était pas un produit pour tous les budgets, mais un phare technologique, plus de luminosité, plus de contraste et plus de traitement pour les scènes complexes. En parallèle, l'autre grand pilier du groupe continuait de gagner du terrain. La 5e génération de PlayStation est arrivée avec un saut net dans les temps de chargement grâce à son stockage ultra rapide. Des mondes plus grands et des effets de lumière et d'ombre plus réalistes. Le son personnel a aussi eu son moment. La marque a consolidé son leadership dans les casques à réduction de bruit, avec des modèles confortables et une batterie durable. La série WH-1000XM est devenue synonyme de voyage au calme et de concentration partout. Dans le même temps, le nom Walkman est resté vivant avec des lecteurs portables pour ceux qui veulent écouter des fichiers de haute qualité. Et les téléviseurs Bravia ont intégré le processeur XR, un cerveau qui analyse l'image et le son scène par scène afin d'améliorer la mise au point, les mouvements et les voix sans que l'utilisateur ait à toucher à quoi que ce soit. Côté musique, Sony a poussé 360 Reality Audio, une façon de mixer les morceaux en plaçant chaque voix et chaque instrument à un point de l'espace pour que la sensation soit enveloppante. Cette orientation récente s'ajoute à d'autres lignes qui définissent aujourd'hui l'entreprise. Sony est un acteur clé des capteurs d'images, maintient une famille de caméras hybrides alpha très appréciée des créateurs et combine technologie et contenu avec Sony Pictures et Sony Music. En plus, la marque explore de nouvelles routes, des projets de mobilité intelligente avec des partenaires de l'automobile, le retour du robot Aibo comme laboratoire d'IA et de robotique domestique, et des appareils pour les créateurs et les professionnels qui travaillent avec la vidéo et l'imagerie médicale. Il ne s'agit pas seulement de lancer des gadgets, mais de tisser un écosystème où écran, casque, console, caméra et catalogue de cinéma et de musique s'assemblent. En 2024, Sony Group Corporation compte environ 110 000 personnes dans le monde. À sa tête se trouve Kenichiro Yoshida, vétéran du groupe depuis le début des années 2000, avec une feuille de route claire. Donner la priorité à ce que Sony fait le mieux. Jeux, musique, cinéma, capteurs et expériences d'image et de son, et s'appuyer sur des alliances quand cela a du sens. Et c'est tout. J'espère que la grande histoire de Sony t'a plu. Si c'est le cas, laisse un like et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce géant de la technologie. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Merci d'être là et on se retrouve dans la prochaine.